relations plus pacifiques, mais également dans des prisons ou dans des banlieues ou auprès de populations marginalisées. Mais le mécénat, c'est bien sûr pas que cela, c'est aussi la beauté et le soutien à la culture. Voilà, je ne veux pas vous faire perdre plus de temps plus que le temps en compte. Je voulais vous souhaiter un bon débat. Le renouveau du mécénat, je pense que c'est quelque chose de très important. Je pense que M. le ministre et l'ensemble des intervenants apporteront vraiment un éclairage très intéressant sur cela. En tout état de cause, ce que nous constatons, c'est que finalement le mécénat aujourd'hui est de plus en plus privé, voire familial, qu'il est de plus en plus collaboratif, avec un essor du crowdfunding qui est quand même très précieux et qui permet de compenser également malheureusement la nécessité d'un retrait un peu des pouvoirs publics, mais également, et je sais que c'est un des sujets, un mécénat plus large avec les PME, et qui est un des sujets de votre débat. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous laisse ce débat et je vous souhaite à nouveau la bienvenue au siège du Crédit Agricole. Bon débat. Une rapide introduction en fait avant d'ouvrir le débat pour effectivement merci pour ce mot d'introduction monsieur Denis Marquet. Écoutez, on est très content et un peu ému aussi d'avoir ce débat sur l'avenir du mécénat au Crédit Agricole qui est un peu, si je puis me permettre l'expression, le berceau du mécénat. Puisque c'est la première entreprise en France qui s'est lancée dans l'aventure de mécénat et qui a créé sa fondation en 1979, date de la création d'Anne Mical. Donc ça ne pouvait être que l'endroit idéal pour parler de l'avenir du mécénat. Vous l'avez évoqué à l'heure du collaboratif, de l'intelligence collective, de ce qu'on appelle la démocratie citoyenne. Anne Mical, également de par son statut d'association reconnu d'utilité publique et son ancienneté, sa légitimité, on s'est dit en 2017, on ne peut pas débattre de l'avenir du mécénat, de ce plaidoyer pour le renouveau du mécénat, sans associer un maximum d'acteurs très investis sur ces questions-là. D'où le fait d'avoir lancé une plateforme collaborative fin mars qui s'appelle Avenir Mécénat. Donc cette démarche-là est en 3 temps. La plateforme collaborative qui est ouverte jusqu'au 7 juillet sur lequel vous retrouverez en fait toutes les propositions dont nous allons débattre aujourd'hui. Ce deuxième temps fort, aujourd'hui c'était un des engagements sur lesquels on avait décidé donc de s'engager, d'avoir un débat physique avec vous aujourd'hui en chair et en os, et on est très honoré d'avoir en plus de ça la présence de monsieur Jean-Jacques Ayagon. Et le troisième temps fort de cette démarche participative, ça sera le 5 octobre au Collège de France pour vous présenter en fait substantifiquement la synthèse de tous ces débats qui auront lieu. Voilà, donc aujourd'hui, on a l'honneur aussi d'avoir Jean-Marc Vittori qui va œuvrer et animer ce débat. Donc, éditorialiste aux Échos, on ne vous présente plus de 93 000 followers sur Twitter. Donc voilà, on va avoir un débat qui, j'espère, sera suivi aussi sur les réseaux sociaux. Petite parenthèse pour vous dire qu'on est aussi retransmis sur Periscope, puisque voilà, vous avez la chance de pouvoir venir au Crédit Agricole à Montrouge, mais on souhaitait donner la possibilité aussi à plein d'autres personnes, donc je les salue si elles nous suivent, de suivre ce débat en direct. Alors, je vais très vite vous laisser la parole, Monsieur Vittori. Avant cela, quelques informations pratiques. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous connecter sur le réseau Wi-Fi du Crédit Agricole, en sachant que la 4G passe également, pour pouvoir, pendant le débat, vous allez aussi pouvoir voter en direct. Donc, il y a la plateforme d'à côté, mais il y a ce matin. Donc c'est très simple. En fait, vous pouvez aller sur Google
sur le site qui s'appelle kahoot.it, donc K-A-H-2-O-T.it. Vous avez juste un code PIN à rentrer, donc c'est le 26 56 487. Bon, ce n'est pas les pronostics pour gagner au loto. Vous rentrez un nom, un surnom très rapidement et ça vous permettra, vous allez le voir, après chaque proposition et débat, on va vous poser 3 questions existentielles. Est-ce que vous êtes pour, contre ou mitigé? Voilà. Donc vous pourrez vous exprimer en direct, mais bien sûr, chaque débat et chaque proposition donnera lieu à des questions avec vous en direct avec la salle. Je vous laisse la parole, Monsieur Vittori. Donc le débat va s'animer autour de 5 grands thèmes. Préserver le cadre fiscal. Donc Monsieur le ministre Jean-Jacques Ayagon va très vite venir nous en parler. Définir l'intérêt général de façon transversale. Un point un peu plus technique, mais qui montre à quel point le mécénat évolue, celui des fondations actionnaires. Encourager le mécénat des TPE-PME, c'est un objectif majeur pour le développement du mécénat en France, et faciliter le soutien à l'ESS, qui est aussi un sujet très important. Voilà, je vous passe la parole et je vous laisse animer ce grand débat. Merci beaucoup. Merci Sylvaine, bonjour à tous. Donc, un débat organisé en 5 temps, comme vient de le dire Sylvaine, avec à chaque fois une trame identique, hein, donc exposé des motifs, proposition d'Admical, vos interventions, des adhérents, des partenaires d'Admical, sans lesquels l'action de l'association serait infiniment moins puissante qu'elle ne l'est, et puis ensuite vote et passage au thème suivant. Et donc nous allons commencer tout de suite avec le premier thème, et j'appelle Jean-Jacques Ayagon à nous rejoindre. Jean-Jacques Ayagon, vous avez été ministre de la Culture, vous êtes aujourd'hui le conseiller auprès de François Pinault pour toutes ses activités culturelles, ce qui vous amène notamment à être président du conseil d'orientation du musée Pinault, directeur artistique du Palazzo Grassia à Venise, entre autres. Vous avez eu, au début de votre carrière, vous avez été à différents endroits de ces questions du mécénat, en particulier sur les questions culturelles. Donc là, vous êtes dans le privé, vous avez dirigé notamment le musée, le centre Pompidou. Donc là, vous avez été du côté public, et puis vous avez été ministre, et là, donc, du côté de l'action. Donc entre 2002 et 2004, ça peut paraître un peu court. En même temps, entre 2002 et 2004, il y a 2003, date à laquelle est passée une loi tout à fait importante pour le mécénat, dont vous avez été l'architecte. Et j'aimerais que vous commenciez par nous raconter un petit peu ça. Vous disiez que c'était une sorte de miracle si cette loi était passée. Alors, dites-nous pourquoi. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et l'accueil que vous me réservez. Je suis vraiment très très heureux de m'associer ainsi à une initiative d'Admical. C'est une institution, j'allais dire une association, c'est une institution que je connais depuis longtemps. J'ai été très attentif à sa naissance, à son épanouissement. Je sais le rôle majeur qu'a joué votre ancien président, Jacques Rigaud, la passion qu'il animait. Je sais également à quel point la détermination de votre engagement a contribué à la modification du point de vue de la France, des Français, des pouvoirs publics sur le mécénat. Donc je vous dis merci pour de nombreuses, très très nombreuses raisons. Le mécénat, la loi de 2003, est en effet une sorte de miracle. Parfois, en considérant les aménagements fiscaux notamment qu'elle a mis en place, je m'étonne encore que nous ayons réussi à la faire voter. Depuis longtemps, en effet, ayant exercé quelques responsabilités publiques que vous avez rappelées, notamment celle de la direction, de la présidence du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, j'aspirais à ce que la loi de notre pays soit plus encourageante pour le mécénat, soit stimulante, et qu'elle ménage, pour ceux qui pratiqueraient le mécénat, des aménagements fiscaux incitatifs.
à plusieurs reprises, j'avais été frappé par le fait que des actions de mécénat avaient pu être requalifiées par le fisc comme abus de bien social, le fisc considérant que l'objet de ce mécénat étant tellement éloigné de la vocation de l'entreprise, il n'y avait aucune raison d'être indulgent à l'égard de ceux qui avaient commis cette initiative. Donc j'aspirais de toutes mes forces à ce que la loi de notre pays soit plus compréhensible et plus stimulante. J'avais participé, j'avais travaillé pour le président, celui qui allait devenir le président Chirac à l'Hôtel de Ville, puisque j'ai été directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. J'avais participé une première fois à la campagne des présidentielles de 94-95. Jacques Chirac avait été élu président de la République. J'avais été nommé président du Centre Pompidou. Je me suis à nouveau engagé pour Jacques Chirac en 2002, quand s'est annoncé le moment de sa deuxième candidature, et j'avais notamment participé de façon décisive à la rédaction de son programme culturel. Nous étions quelques-uns à y travailler, il y avait également Christine Albanel, Roch-Olivier Maistre, donc des gens qui sont ensuite restés très proches de l'ancien président de la République. Et pour ma part, sachant justement l'intérêt qu'il y aurait à mettre en œuvre dans notre pays un dispositif légal compréhensif et incitatif pour le mécénat, j'avais tout particulièrement rédigé le passage qui concernait l'engagement du président Chirac, au cas où il serait réélu, de mettre en œuvre un projet de loi sur ce thème. Je suis nommé ministre de la Culture. Vous savez, j'ai pris soin de constituer mon cabinet avec beaucoup d'attention. Mon directeur de cabinet était donc, celui que j'ai choisi comme directeur de cabinet était Guillaume Cerruti, qui avait été mon directeur général au Centre Pompidou. Guillaume Cerruti arrivait de l'inspection des finances. Il portait la même conviction que moi à l'égard du mécénat. Vous me le rappeliez, il avait à plusieurs reprises participé à des séquences de réflexion engagées par l'Admical. Donc nous sommes aussitôt mis au travail pour rédiger un projet de loi. Ce qui est remarquable, d'ailleurs, je tiens à le rappeler, c'est que ce projet de loi ne visait pas seulement le mécénat culturel. C'est un projet de loi sur le mécénat et les fondations, parce que je savais très bien que si j'avais voulu ne promouvoir que le mécénat culturel, aucun autre membre du gouvernement ne m'aurait soutenu. Le ministre des Sports aurait dit pourquoi le mécénat culturel et pas le mécénat sportif, le ministère de la Recherche pourquoi le mécénat culturel et pas le mécénat qui soutient la recherche, le ministère des Affaires sociales pourquoi le mécénat culturel et pas le mécénat qui vise la philanthropie, l'alimentation d'urgence, l'hébergement d'urgence, etc., etc. Donc je savais qu'il fallait que je me déshabille de mon costume de ministre de la Culture pour tenter de faire une loi d'intérêt absolument général et qui concernerait toutes les formes de mécénat, quelle que soit la cause d'intérêt général auquel s'applique le mécénat. Alors il s'est quand même produit dans ce contexte un certain nombre de miracles. Là, tout d'abord, Jacques Chirac avait été élu président de la République. Il avait indiqué dans son programme de mandature qu'il serait le promoteur du mécénat. Le Premier ministre qu'il a choisi était Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, libéral. Jean-Pierre Raffarin, convaincu qu'il fallait débrider la société française, l'ouvrir à la liberté d'initiative. Et un autre miracle s'est encore produit, c'est que mon collègue ministre du Budget était d'un ami, il s'agissait d'Alain Lambert. Parce que croyez-moi que le ministre de la Culture, sans le soutien du ministre du Budget, n'aurait jamais pu faire aboutir cette loi. Autre miracle encore, nos deux directeurs de cabinet étaient amis, ils sortaient de la même inspection des finances, il s'agissait donc de Guillaume Cerruti pour moi et d'Augustin de Romanet pour Alain Lambert. Un autre miracle encore s'est produit, j'avais associé à mon cabinet quelqu'un que certains d'entre vous connaissent bien, il s'agit d'Éric Garando, qui lui aussi venait de l'inspection des finances, qui était proche de Guillaume Cerruti et qui a été en fait notre main, c'est lui qui a rédigé le projet de loi. Donc vous voyez une conjoncture vraiment quasi miraculeuse. Ces alignements d'astres, récemment on a beaucoup parlé à propos du président Macron de l'alignement d'astres dont il avait bénéficié. À certains moments on a l'impression que tout va mal et à d'autres moments que tout va bien. Certains présidents quand ils sortent
se mettent à faire pleuvoir, d'autres présidents, quand ils sortent, mettent le soleil au bleu du ciel. Donc en tout cas, pour ce qui concerne la loi 2003, la conjoncture était tout particulièrement favorable. Donc nous avons pu faire aboutir ce texte. Ce texte a donné lieu à une discussion intéressante à l'Assemblée nationale. La loi a été largement votée. Il y a eu quelques oppositions, mais sur des positions politiques et idéologiques. Certains députés de gauche, plus d'extrême gauche, d'ailleurs, me disant « Monsieur le ministre, on voit très bien, malgré toute la sympathie que nous avons pour vous, malgré l'intérêt de votre loi, nous voyons très bien où vous voulez en venir. Vous voulez promouvoir le mécénat en France pour justifier le désengagement de l'État de l'action publique, du financement public de la culture. » Et j'ai répondu à tous qu'il n'en était rien, qu'à mes yeux, le développement culturel avait besoin de deux choses conjointes. D'un côté, un engagement sincère et fort des collectivités publiques, l'État, les régions, les départements, les communes, mais d'un autre côté également, qu'il fallait donner à la société française la possibilité de s'engager de façon plus déterminée dans le mécénat et qu'en aucun cas ce mécénat ne soit considéré, notamment de la part des entreprises, de la part des particuliers, la question ne se pose pas, mais de la part des entreprises, comme un abus de bien social. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la loi a défini des plafonds d'engagement des entreprises de façon à ce que certaines prises éventuellement d'une excessive générosité ne mettent pas en œuvre plus de mécénat que les comptes de la société ne pourraient le tolérer. Je sais, on y reviendra peut-être, il y a d'ailleurs pour les petites et moyennes entreprises une vraie question qui se pose et qui pourra peut-être être réglée à l'avenir. Donc vous voyez un miracle qui a fait que notre pays est doté de l'un des meilleurs textes au monde, l'un des plus compréhensifs, l'un des plus rigoureux et l'un des plus généreux. Un texte aussi qui est simple, si ce n'est dans l'écriture, du moins dans son application, et ça n'est pas si fréquent en France, en particulier en matière fiscale. Très vite maintenant, avant de donner la parole à la salle, je voudrais savoir quel bilan vous tirez vous personnellement de cette loi qui aura bientôt 15 ans, et est-ce qu'il est nécessaire d'y retoucher? Alors, la retoucher. Le bilan, l'ADMICAL fait régulièrement des bilans, en tout cas sur le mécénat culturel. D'autres organismes sont en état de faire des bilans sur d'autres formes de mécénat, en tout cas des mécénats qui s'appliquent à d'autres objets qu'à la culture. On peut noter que, grosso modo, depuis la loi de 2003, le mécénat s'est bien installé dans notre pays et a produit, a mis en place, a permis la libération de sommes importantes au profit de causes d'intérêt général. Alors naturellement, le mécénat est lié à la conjoncture. On voit bien que dès que la conjoncture économique est inquiétante ou qu'elle marque le pas, on voit parfois le mécénat piétiner, non pas tant par manque de disponibilité financière, mais parfois par difficulté qu'ont les entreprises notamment à afficher des libéralités en faveur de la culture ou de toute autre chose, alors que par ailleurs la conjoncture est menaçante, qu'elles sont obligées d'engager des initiatives de licenciement, de fermeture de sites de production, de fermeture de sites de clientèle pour les banques notamment. Donc il y a parfois une petite retenue ou une retenue tout simplement liée au contexte. Quand les choses vont mieux, il est évident que le mécénat se pratique de façon beaucoup plus aisée. Mais l'un dans l'autre, j'aimerais quand même qu'à l'avenir, on arrive vers une sorte de stabilisation et qu'on ne fasse pas du mécénat la variable d'ajustement de l'économie, et pas tant d'ailleurs de l'économie, de la communication souvent des entreprises. Alors s'agissant de savoir s'il faut revoir la loi ou non, je vous disais tout à l'heure, la loi de 2003, à mes yeux, finit par devenir un peu comme la loi de 1905, la loi sur la séparation des églises et de l'État. On se dit souvent qu'on pourrait l'améliorer, en même temps on sait très bien que si on y touche, on pourrait finalement peut-être obtenir moins bien que ce dont on dispose. Néanmoins, je pense que sur un certain... Vous savez, une loi n'est jamais la perfection absolue, sauf les lois extrêmement simples. La loi qui abolit la peine de mort, abolit la peine de mort. Il n'y a pas des demi-peines de mort ou des quarts de peine de mort. Une loi, en revanche, qui contient des dispositions fiscales
et forcément, à un moment donné, un compromis entre celui qui veut aller plus loin et celui qui ne veut pas en donner trop. Je vous disais que la bonne relation que j'entretiens toujours avec Alain Lambert avait finalement permis de situer le dispositif fiscal à un très très bon niveau, mais vous le savez aussi, à chaque vote de la loi budgétaire, à chaque vote du budget, on revoit quelques parlementaires remettre en cause les dispositions de la loi de 2003, les qualifier de niche fiscale, estimer qu'elles sont trop favorables aux uns alors que les autres ont trop de difficultés. Mais à chaque fois également, nous avons réussi à nous en sortir. À chaque fois, le gouvernement s'est opposé à des amendements qui remettraient en cause telle ou telle disposition de la loi. Je me souviens que, au moment de la formation du premier gouvernement de François Hollande, quand Aurélie Filippetti a été nommée ministre de la Culture et de la Communication, elle a marqué dans un premier temps une forme d'agacement ou même d'hostilité à l'égard de la loi sur le mécénat, estimant notamment, parce qu'elle avait été extrêmement, je vous le disais, choquée par l'affichage du soutien de Wendel dans le centre Pompidou, Metz, puisque Wendel avait contribué à la réalisation de l'amphithéâtre, de la salle pour les débats du centre Pompidou. Elle était lorraine, son père avait travaillé dans une entreprise de Wendel, avait même dans les mines attrapé la silicose, en était mort, donc il y avait chez elle quelque chose de très douloureux dans cette relation avec Wendel. Elle avait marqué par quelques propos, finalement, ses réserves à l'égard de la loi de 2003. Nous en avons parlé. J'ai été élu en Lorraine également avant elle. J'ai été conseiller régional de Lorraine. Je suis lorrain. J'ai vécu dans le même pays qu'elle. Nous nous connaissons. Malgré nos différences politiques, nous nous apprécions, je crois. Et elle a surmonté cette difficulté de perception. Et c'est elle qui a organisé le 10e anniversaire de la loi de 2003. Le ministère de la Culture a même veillé à ce qu'un timbre soit édité. Et j'ai d'ailleurs indiqué qu'à Aurélie Filippetti qu'elle aurait quand même pu veiller à ce que ce timbre porte mon effigie. Je dis ça naturellement avec un sens absolu de l'humour. Je n'aurais pas imaginé en fait un instant. Donc vous voyez, je crois que cette loi, son principal avantage, c'est qu'elle est rentrée dans les mœurs. Elle est rentrée dans l'arsenal politique, économique et culturel de notre pays. Donc, si je comprends bien le parallèle avec la loi de 1905, on en reparlera au début du 22e siècle. Je pense qu'il faut... Même si je vois bien un député que ça pourrait amuser de prendre ça en cible, mais il semble qu'il ne soit pas majoritaire à l'Assemblée. Il faut la modifier en quelques points, mais il ne faut jamais remettre en cause le dispositif en général. Il ne faut pas relancer un grand train de discussion sur la loi de 2003, mais peut-être au moment de l'élaboration de chaque loi de finances, l'améliorer sur tel ou tel point. Elle a d'ailleurs déjà été améliorée, puisque la réduction d'impôt pour les particuliers que j'avais fixée à 60% a été portée par l'un de mes successeurs à 66%. Moi, j'avais choisi 60% parce que je souhaitais une loi simple, et donc c'était pour tout le monde 40, c'était 60, c'était 90% pour les trésors nationaux, parce que je pense que plus une loi est simple, et plus elle est efficace. Mais enfin, cet aménagement a été consenti par le Parlement. Vous voyez, la loi est capable d'évoluer. J'ai d'ailleurs quelques idées de questions de points sur lesquels elle pourrait évoluer. Alors, Admical fait un certain nombre de propositions en la matière. Vous allez voter sur l'une d'entre elles. C'est pour ça que c'est important de vous inscrire sur le code, de prendre le code PIN qui a changé en plus. Je le vois à l'instant. Donc, si vous voulez voter, inscrivez-vous sur les listes. Il est encore temps de le faire. Donc, Admical propose de préserver le cadre mis en place par la loi dite Ayagon, propose de ne pas restreindre le champ du mécénat international, propose aussi de faire des pouvoirs publics un facteur de lien entre mécènes et associations, et aussi de mettre en œuvre une politique interministérielle volontariste visible sur le mécénat. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est que vous fassiez vos propositions, vos remarques sur ce thème donc du cadre, notamment fiscal, fixé par la loi Ayagon. Je crois qu'il y a un micro qui circule, et donc je vais vous demander deux choses: de vous présenter et d'être extrêmement concis. Qui se lance? Tout va bien sur ce sujet? Il n'y a strictement rien à faire? Même si Jean-Jacques Ayagon avait lui-même quelques remarques à faire. Si, hop. Merci. Bonjour, Connie Mazaljet de Suez, je suis fiscaliste.
Dans le cadre fiscal, pour que le mécénat soit en crédit d'impôt, on peut agir dans des domaines qui sont limitativement énumérés. L'insertion ne fait pas partie et Suez, au travers de sa fondation, donne à beaucoup de partenaires qui sont des associations loi 1901 qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et pour l'instant, on ne peut pas le prendre en compte dans le cadre du mécénat. Et je voulais savoir s'il y avait des propositions qui allaient dans ce sens-là. Alors, on parlera juste après de la notion d'intérêt général, qui est évidemment au cœur de ce dispositif. Vous avez un élément de réponse sur l'insertion ? Non. En tout cas, pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'insertion, qui est une action d'intérêt général, puisse bénéficier de la loi sur le mécénat. Vous savez, l'énumération contenue dans la loi de 2003 et dans les amendements qui ont été faits ensuite est déjà très très longue. On a fait une sorte d'inventaire de tout ce qui était possible, imaginable, mais forcément, dans ce genre d'exercice, on oublie toujours quelque chose. À condition, naturellement, que l'insertion soit pratiquée notamment par des acteurs sociaux comme des associations et non pas par des organismes professionnels dont c'est la vocation que de vendre de l'insertion. Vous avez évoqué tout à l'heure une amélioration possible en matière de PME. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez en tête sur ce sujet-là, les PME étant une cible très importante pour Amical en termes de développement du mécénat. Les 86% d'entreprises qui ne font pas de mécénat encore sont essentiellement des PME, voire des TPE. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez sur ce sujet. Oui, parce que vous le savez, les PME, finalement, sont soumises au même plafond de libéralité que les grandes entreprises, 5 pour 1000. Alors, il est évident que 5 pour 1000 pour Total, par exemple, pour Suez, c'est consistant. En revanche, pour une petite entreprise, dont le chiffre d'affaires serait de 100 000 ou de quelques centaines de milliers d'euros, la capacité à pratiquer du mécénat est beaucoup plus réduite. Donc je me suis demandé souvent s'il n'y avait pas lieu d'élever ce plafond et de le porter peut-être à 10 pour 1000, c'est-à-dire à 1%. Mais là aussi, pour garder à la loi son homogénéité, je me demande si ce plafond ne devrait pas être universel et concerner à la fois les grandes entreprises et les entreprises moins grandes, les petites et les moyennes entreprises. Parce que sinon, on se poserait la question insoluble de savoir où est la frontière entre les unes et les autres. Un plafond ou un plancher, le même pour tous, ça me paraît jouable. Oui, je crois que... 20 000, 30 000... Oui, il serait bon peut-être en effet d'introduire peut-être un plancher, non pas en pourcentage naturellement, mais d'indiquer un montant qui constituerait un plancher que chacun pourrait pratiquer. Moi-même, j'exerce mon activité libéralement, donc je suis en capacité de faire du mécénat. Comme mon chiffre d'affaires n'est pas celui de Suez, madame, je me rends compte parfois que je suis plus capable de faire du mécénat à titre privé qu'au titre de ma qualité de gérant de la société de conseil. Bon, enfin, je le fais quand même, et parfois j'aimerais bien aller un peu plus loin, sans pour autant naturellement menacer la bonne santé économique de la société dont je suis responsable. Est-ce qu'il y a une dernière question sur ce chantier? Oui, madame. On va vous apporter un micro, notamment pour ceux qui suivent par périscope. Noël Lotzenberg, fondation du Crédit Agricole Pays de France, fondée avec Jacques Rigaud en 1979, en effet. Donc j'ai lu que le président de la République voulait confier à Stéphane Bern une mission en matière de préservation du patrimoine. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Non, madame, aucune. Non, aucune. Bien, réponse claire, question claire, réponse précise, mais évidemment, on saurait certainement un peu plus tard. Non, je crois que Stéphane Bern, il a annoncé d'ailleurs, va présenter à partir de la rentrée une nouvelle émission sur le patrimoine de la France. Bon, je ne suis pas sûr pour autant qu'il ait qu'il soit chargé d'une mission publique de promotion. Je ne sais pas. Bonne disposition peut-être des pouvoirs publics actuels vis-à-vis du mécénat. Écoutez, je n'ai pas d'indication très claire. D'abord, j'ai eu comme vous connaissance du programme du président Macron. Il y avait un dégagement sur le mécénat, une affirmation de l'attachement
du candidat à l'époque au dispositif concernant le mécénat, et même quelques indications sur de possibles développements. Moi-même, j'avais tenté d'en faire passer quelques-uns qui sont de mes marottes, presque. Bon, Macron vient de Bercy, donc il est plus prudent que je le suis. Mais je crois que, si vous voulez, le cadre politique qui caractérise l'actuelle situation politique doit plutôt rendre optimiste à l'égard du bon développement des dispositions concernant le mécénat en France. Oui, on a l'impression que les inspecteurs des finances ne sont pas forcément nuisibles au mécénat, donc ça laisse des raisons d'espérer. Je vous propose de voter maintenant l'une des propositions, sur l'une des propositions d'Admical, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'un débat farouche dans les minutes qui précèdent, mais tout de même on voudrait avoir votre avis. Donc faut-il préserver le cadre mis en place par la loi Aillagon? À vous de voter. Et je vais pendant ce temps-là appeler les intervenants suivants à nous rejoindre. Jean-Jacques Aillagon, vous restez à nos côtés, vous pourrez intervenir ultérieurement. Si la réponse était non, j'en serais vraiment surpris. Attendez, ouais. Non, on est en démocratie. Et laissons les électeurs voter. Quand on dit loi Aillagon, j'ai l'impression qu'on parle d'une loi barbare. Vous savez, à la fin de l'Empire romain, quand les peuples germaniques ont occupé l'Empire romain, ils se sont mis à rédiger des corpus de lois, il fallait quand même des lois pour gérer tout ça. Souvent, ces lois portent le nom des souverains qui les ont théoriquement. Il y a la loi Combette, qui est la loi, par exemple, des Burgondes, la Lex Romana Visigotorum. La loi Aillagon, finalement, j'ai l'impression que c'est la Lex Aillagona, une sorte de code barbare. Ainsi va la France, qu'on appelle les lois du nom souvent des ministres qui les ont portées, non de la date, comme ils doivent le faire théoriquement. Donc, tout de suite, le deuxième sujet, les résultats vont s'afficher. Là, je ne parviens pas à les lire, mais je pense qu'ils vont s'afficher. Donc, le deuxième sujet, c'est l'intérêt général. Déjà, la question de tout à l'heure. Pour être éligible au dispositif de soutien au mécénat, les projets en quête de financement doivent relever de l'intérêt général. Reste à savoir ce qu'est l'intérêt général. Un collège de philosophes pourrait passer quelques années à débattre sur chacun des projets. En l'occurrence, c'est surtout une décision fiscale. Est-ce que c'est ça qu'il faut continuer de faire? Et là, je donne la parole à Olivier Binder, avocat, donc qui va d'abord fixer le cadre et puis ensuite nous faire part des propositions d'Admical en la matière. Micro. Oui, les propositions d'Admical en la matière remontent déjà à une trentaine d'années. Donc celles d'aujourd'hui ne sont que la continuation, la perpétuation d'une réflexion en perpétuel mouvement, et comme la loi. Et je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le ministre. Vous n'avez pas simplement eu de la chance. Vous avez initié une loi, vous ne l'avez pas simplement portée. Vous l'avez menée à bonne fin, et ça a été décisif. Cette réforme est absolument fondamentale, et nous le savons en réalité au fil des années quand on regarde le rétroviseur. Je vous remercie également de l'hommage que vous avez rendu à Jacques Rigaud, dont j'ai été, dans le domaine qui est le mien, le bras droit pendant de si nombreuses années sur le terrain juridique et fiscal. Alors, l'intérêt général, on sait aujourd'hui, ça fait longtemps aussi, que l'État n'a plus, c'est une expression empruntée à d'autres, le monopole de l'intérêt général. L'État était à la fois, il l'est toujours d'ailleurs, un tuteur, un censeur, un contrôleur bénéfique et régulateur, mais il y a tellement d'acteurs maintenant de la société civile qui sont des entrepreneurs de l'intérêt général qui ont éclos, qu'en réalité l'intérêt général est une valeur partagée. Alors c'est une valeur partagée qu'on trouve également dans d'autres domaines, celui de la politique, puisque tout le monde embrasse l'intérêt général aujourd'hui, ou s'en prévaut, ou personne ne s'en défend. Mais au sens étymologique du terme, le mot politique, c'est-à-dire la vie de la cité, l'intérêt général en réalité en est empreint depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est un texte fiscal qui a fixé la règle. Et aujourd'hui, on a pratiquement tout le champ
de l'activité humaine à l'intérieur d'une définition fiscale de l'intérêt général, que vous connaissez tous. Hein. C'est le social, le philanthropique, ça va de soi, l'éducatif, le sportif, le familial, l'artistique, tout. L'environnement, le patrimoine, etc. Et plus l'international sur des valeurs fortes comme le rayonnement de la France et de ses connaissances scientifiques ou culturelles, ou de sa langue pour la francophonie. Par conséquent, si on s'en arrête là, on n'a plus besoin de parler de l'intérêt général. Il irrigue les bords de la société, point barre. Ceci étant, comme en France, on préfère compliqué à simple, à côté de l'intérêt général, sont nés en réalité des mots de vocabulaire qui ont un sens juridique et fiscal. L'utilité publique, l'utilité sociale, pour la loi ESS, mais l'utilité sociale existait avant. L'utilité publique et intérêt général. Figurez-vous qu'on a là deux notions qui appartiennent à deux champs de l'administration française. L'intérêt général, c'est l'administration fiscale qui s'en occupe. Elle s'en occupe a posteriori. Elle vérifie si les critères sont réunis. Gestion des intéressés, utilité sociale, à travers un certain nombre de critères qui sont fixés dans des instructions qui remontent à 98-99, renouvelées en 2006, après la loi Yagon, renouvelées il y a 3 mois, le 10 mai dernier. Et par conséquent, on redresse fiscalement, c'est le boulot du vérificateur fiscal, a posteriori. Donc l'intérêt général, sa fixation est précaire. Comment savoir si on l'est? Si on l'est dans le temps, si on l'est dès le départ. L'utilité publique, c'est différent, ça se décrète. C'est-à-dire que ça se prononce a priori. C'est l'État, c'est le décret qui dit « vous êtes d'utilité publique ». Condition de prouver que vous l'êtes dans le mouvement également. Et chacun a sa définition. Figurez-vous que le ministère de l'Intérieur, il dit « bon, l'utilité publique, c'est le bien commun, certes, mais ça peut être en réalité une utilité collective. Alors, est-ce que l'intérêt général dans la hiérarchie est inférieur à l'utilité publique? Est-ce qu'il est le vassal de l'utilité publique? Est-ce que l'utilité publique, c'est un sacre, un label formidable? Bon, on a un problème là-dessus. On a un deuxième problème, c'est qu'à partir du moment où les acteurs, et je termine par là, de l'intérêt général sont devenus si nombreux qu'il y a une infinie variété d'acteurs, comment faire pour avoir une règle d'or qui ne soit pas uniforme? Parce que c'est ça le problème. On ne peut pas la faire uniforme centralement à travers l'État, qui ne sait pas tout, qui ne peut pas tout, même s'il doit rester évidemment un régulateur. On ne peut pas le faire à travers une disharmonie d'appréciation de l'intérêt général régionalement, selon l'avis que peut avoir tel service décentralisé de l'administration. On ne peut pas avoir la même appréciation de l'intérêt général si c'est un organisme d'intérêt général qui a un patrimoine, un autre qui s'occupe de solidarité en donnant des fonds à un autre opérateur, un autre enfin qui distribue des prix. Foultitude de définitions. C'est pourquoi l'ADMICAL propose qu'en réalité il puisse y avoir, ça a été nourri aussi par les débats du HCVA, d'ailleurs du Haut Conseil à la vie associative, et nous l'avons développé en le reprenant à notre compte, en le démultipliant, c'est qu'il y a une sorte de transversalité de la définition de l'intérêt général, dont l'État ne serait plus simplement l'orchestrateur dans la définition, mais en réalité une commission. Alors commission nationale, commission décentralisée, probablement les deux, dans laquelle on injecterait des représentants de la vie associative, des représentants des collectivités territoriales. Alors il existe déjà des commissions de ce genre, on peut non pas les réactiver, mais les diversifier. Voilà notre préoccupation, être transversal. L'ADMICAL, comme vous le soulignez, réfléchit depuis très longtemps à ces thématiques et vous en êtes depuis les débuts. Donc la première proposition, c'est celle-ci. Vous allez voter d'ailleurs tout à l'heure dessus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y en a bien sûr d'autres. On peut dire, mais ça revient au même. On
peut fixer un faisceau d'indices sur les définitions de l'intérêt général, mais on rentre dans le propos que j'ai tenu. C'est une formalisation en fait d'un processus. C'est une formalisation. On peut revenir sur le plancher PME auquel François Debiès, notre président, est extrêmement sensible à juste titre. Et je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Ministre, sur un deuxième point. Pardonnez-moi. L'ADMICAL, depuis 15 ou 20 ans, on ne s'occupe pas simplement de culturel, mais également de solidarité, de social, d'éducation, d'insertion, de patrimoine, d'environnement. Tout le champ de l'intérêt général se trouve être dans l'objet social de l'unité. En ce qui concerne, je voudrais juste reprendre un point qui est à moitié ironique. Et nous avons partagé les combats il y a 15 ans. Nous partageons la même vision de votre loi. Nous partageons également la même ironie. Je voudrais, moi, m'appuyer dessus, si vous permettez. Un truc drôle sur la rénovation de l'intérêt général. L'intérêt général, il y a 3 lignes, ne serait plus l'apanage de quelques initiés, responsables de l'État, hauts fonctionnaires et autres, grands prêtres dans le secret des dieux, mais le bien commun à tous les citoyens, chacun en étant constitué responsable pour sa part et mis à même d'y contribuer effectivement à son niveau de conscience et de capacité. Quant à l'État, il ne serait plus cet appareil trop souvent abusif par ses tendances totalitaires ou paternalistes et dérisoire par la vanité même de ses prétentions à l'omnicompétence. Il retrouverait alors sa vraie vocation, qui est de rassembler, stimuler, mettre en valeur les énergies nationales en les organisant et en infléchissant aux besoins dans le sens de l'intérêt général. Vous savez qui a écrit ça? Eh bien, c'est pas un candidat à l'élection présidentielle battu ou réélu, c'est pas un syndicat, c'est pas une fédération patronale, c'est pas un groupe de lobbying. C'est qui? C'est Michel Pommet, conseiller d'État, qui a écrit cela en 1980. Michael était né depuis 1 an, dans un traité des fondations. Merci, maître, de votre concision. Je suis toujours admiratif quand un avocat arrive à tenir dans un délai pareil. Merci donc. Question de la salle, réaction, intervention, proposition. À vous la parole. Je rappelle que, oui, tout d'abord dans le vote précédent, donc 82%, je crois, à peu près, pour la préservation, ce qui est un score impressionnant, mais en même temps pas soviétique, ce qui est rassurant. Question de la salle, réaction, intervention, proposition, suggestion. Oui. On vous apporte un micro, c'est important que vous l'ayez pour que les personnes qui suivent sur Périscope puissent entendre la question. Oui, bonjour, je m'appelle Barbara Guelan, maître de conférence Paris-Sorbonne en linguistique, présidente de l'association d'origine universitaire Consortium L'Accès Langue des signes française pour tous. Nous sommes une association d'enseignants sourds et entendants qui avons pour cible toute personne souhaitant apprendre la langue des signes en allant de débutant jusqu'au CAPES langue des signes française, en passant par formation continue, diplôme de compétences en langue LSF, etc. Et depuis la loi février 2005, la France ne le sait pas toujours, mais elle est bilingue, français, langue des signes française. Et notre but, c'est d'ériger la langue des signes française dans les faits comme étant un bien commun à l'ensemble de la France. Donc j'ai bien aimé votre intervention, Monsieur Binder, et ma question par rapport à la diversité des acteurs de l'intérêt général, les commissions, au conseil vie associative, comment faire en sorte que la diversité de ces acteurs reconnaissent un bien linguistique comme étant un bien commun dans les faits. Merci. Maître Binder. Je pense qu'on peut retrouver dans le texte fiscal 3 mots importants: éducatif, familial, social, qui sont 3 critères, à mon avis, qui ressemblent à la définition de ce que vous faites. Vous pourrez aussi un jour demander à ce que l'UNESCO, par exemple, on reconnaisse dans le patrimoine linguistique l'idée même que la langue des signes, quelles que soient les langues, puisse être considérée comme un patrimoine de l'humanité, pourquoi pas. Voilà. Autre question, réaction, intervention sur ce sujet de la définition de l'intérêt général et le collège qui doit définir cet intérêt général.
Pas de questions? Aucune réaction? Aucune intervention? Tout est parfaitement clair, tout doit rester comme c'est, il ne doit toucher à rien. Oui, allez. Maître, je vous écoutais avec beaucoup d'attention. En effet, vous avez bien fait de mettre en valeur la question, l'importance du concept d'intérêt général dans l'économie de la loi de 2003. Au-delà des aménagements fiscaux, ce que la loi affirme, c'est que chaque individu, chaque entreprise est détenteur d'une part de discernement à l'égard de l'intérêt général. Et c'était pour moi important de le faire en 2003, parce que nous étions dans un pays dont toute l'histoire a tendu à accréditer l'idée qu'il y avait un seul garant et détenteur de l'intérêt général, que ce seul détenteur, c'était l'État. Nous vivons, c'est ainsi que notre histoire nous a fait. Et je crois que l'évolution démocratique de notre pays sera de plus en plus d'affirmer que chaque femme, chaque homme, chaque corps constitué, notamment les entreprises, a une part de responsabilité dans la prise en charge de l'intérêt général, et que d'ailleurs si la loi prévoit des aménagements ou des réductions d'impôts, c'est bien pour cette raison-là. Il n'y aurait pas de raison de pratiquer des réductions d'impôts si ces réductions ne s'appliquaient pas à des initiatives qui concourent à la promotion de l'intérêt général. À cet égard, nous en parlions tout à l'heure, je crois que la loi contient une petite injustice, c'est-à-dire qu'elle, naturellement, elle prévoit des aménagements fiscaux qui sont accessibles, s'agissant non pas des entreprises, mais des particuliers, à ceux qui paient l'impôt sur le revenu. Ce qui fait que tous ceux qui ne paient pas l'impôt sur le revenu, et qui pourtant paient d'autres formes d'impôts, ne peuvent pas pratiquer le mécénat dans les mêmes conditions, ce qui fait d'ailleurs une sorte de distinction entre les citoyens capables et les citoyens incapables. Donc déjà à l'époque, j'avais tenté de promouvoir l'idée que chaque citoyen pourrait bénéficier d'un crédit d'impôt, même modeste, attribuable à une cause d'intérêt général, ce qui rétablirait à mes yeux une forme d'égalité. Donc, inutile de vous dire qu'à l'époque, on m'a dit, écoutez, on va déjà assez loin, on ne peut pas aller plus loin parce que ça fait tant, après tout, il y a tant de millions ou de dizaines de millions de citoyens, de citoyens, si on ne donne que 10 euros ou 20 euros à chacun, ça fait un budget tout à fait conséquent, et il ne peut pas être question dans la situation actuelle des finances publiques d'envisager une telle initiative. Mais je crois qu'un jour, si notre pays se portait mieux, si les comptes publics étaient plus équilibrés, si le déficit était moins important, que peut-être on réfléchisse à la promotion d'une idée comme celle-là. Merci de votre suggestion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent de la salle? Non, je vais... Si, parfait. Micro, s'il vous plaît. Merci. Gilles Bertoni Co, mais je fais partie du conseil d'administration d'Amical. Je crois que dans votre loi, monsieur le ministre, il y a un point dont on ne parle pas souvent, c'est que l'intérêt général, l'État y participe largement par justement la déduction fiscale et l'aménagement fiscal. Ce n'est pas simplement les entreprises, ce n'est pas simplement les individus, ce ne sont pas simplement les philanthropes, c'est aussi la participation de l'État. Donc à ce titre, pardon, ça fait un petit peu passage de plat, mais je trouve que la loi est très très complète. Et il est assez rare, en définitive, dans les analyses ou dans les commentaires qui sont faits, de rendre à l'État la participation qui est non négligeable, puisqu'on parle de 60-40, et donc c'est une participation majoritaire. Donc je trouve que c'est un exemple très précis et très intéressant de l'intérêt général, partagé et, j'allais dire, commun. Voilà, c'était juste cette réflexion. Merci de votre réaction. Je vais poser une question qui montre que je suis parfaitement béotien sur le sujet, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer une forme de rescrit? C'est-à-dire de demander avant si ça relève bien de l'intérêt général, plutôt que de subir l'infamie d'une requalification. Mais vous avez eu beaucoup de bon sens, et d'ailleurs, M. Agagon l'avait prévu dans sa loi, il y a un article spécial sur le fait de la possibilité de demander un rescrit préventif
par anticipation. Simplement, peu silence pour des raisons qui n'ont rien de juridique, qui sont uniquement des raisons psychologiques. C'est que si ça rate, alors pour de bon, on ne sera irrémédiablement plus d'intérêt général. Ensuite, il faut attendre 6 mois, l'absence de réponse, sauf s'il y a une réponse positive ou négative dans l'intervalle, pour le savoir. Et beaucoup sont des startups qui veulent commencer après-demain matin. Merci de votre... Oui. 6 mois, c'était déjà un progrès. Parce que vous avez l'administration avec quand même cette horrible habitude, finalement, de se débarrasser des problèmes en ne répondant pas. La règle des 6 mois, au bout de 6 mois, si la réponse n'est pas donnée, la réponse est, voilà, ça vaut approbation. Et je pense que nous avons commis là, nous avons mis en œuvre là un véritable progrès. J'étais agacé de voir que l'administration, souvent, délibérément, prenait le parti de ne pas répondre pour se débarrasser du problème. Beaucoup de projets de fondation, notamment, ont été recalés à cause de l'inaction ou du mutisme de l'administration. Bien. Merci. Donc, à vous de voter sur la proposition. Vous avez été 41 à voter sur le point précédent. Ce serait bien que vous soyez un peu plus cette fois-ci sur la proposition d'Admical, qui est la définition d'intérêt général doit relever d'une compétence transversale. Donc, à vous de voter. Et sans attendre le résultat du vote, nous allons passer au thème suivant qui porte sur les fondations actionnaires. Donc avec Daniel Bruno, qui fait quelque chose que j'admire de manière profonde, parce que c'est un spécialiste de la recherche de fonds, et ça, c'est bien quelque chose que je serais absolument, totalement, complètement incapable de faire. C'est ça, vous l'avez fait pour les petits frères des pauvres, vous l'avez fait pour l'APF, l'Association des paralysés de France. Donc, Fondation actionnaire, à vous d'abord de nous fixer le cadre de cette thématique. Oui, bien alors d'abord, oui, il faut situer un petit peu le cadre. On va parler ici des fondations actionnaires, c'est-à-dire celles qui détiendraient le capital d'une entreprise, au moins de manière majoritaire ou en tant qu'actionnaire dominant ou actionnaire de référence, voire la totalité du capital d'une entreprise. Donc on ne parle pas du phénomène un peu inverse, c'est-à-dire celui dans lequel une fondation crée elle-même une entreprise sous forme de société commerciale. Voilà. Alors, on le dit souvent, en France, les fondations ne sont pas aussi développées que dans d'autres pays. Alors, il y a des tas de raisons pour ça. La première, c'est qu'il faut toujours se rappeler de l'adage, comparaison n'est pas raison, et qu'on est dans des contextes juridiques, économiques, fiscaux qui sont parfois très différents, même si aujourd'hui, au point de vue fiscal, avec la dimension européenne, on a un corpus qui se rapproche de plus en plus. Donc, il est vrai aujourd'hui qu'il y a très peu de fondations en France qui détiennent le capital d'entreprises et d'entreprises significatives. Donc, il y a un certain nombre qui sont bien connus. Ça se compte sur les doigts d'une main, apparemment en 4 si on est bien informé. Il y a la fondation Varegne qui détient le groupe de presse Montagne Centre France. Il y a la fondation Avril dans le domaine des industries agricoles, agroalimentaires. Il y a l'Institut Mérieux dans le domaine de la santé, que tout le monde connaît, et puis la Fondation Pierre Fabre aussi dans le domaine de la santé. Alors on a tendance à penser que c'est des choses qui sont totalement nouvelles. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque dans l'histoire, et à une période pour le moins étonnante, par exemple, les époux Cognac-Jay ont créé la Fondation Cognac-Jay, et qui détenait le capital de la Samaritaine, qui progressivement a détenu le capital de la Samaritaine. Donc c'était dans les années de la guerre de 14-18, en 1916 très précisément, qu'il y a eu ce transfert de propriété. Alors depuis ça a changé, puisque la Fondation Cognac-Jay n'est même plus propriétaire de la Samaritaine. Alors pourquoi en France c'est différent de ce qui se passe dans d'autres pays, notamment européens, on parle du Danemark, de la Suède, voilà, dans lesquels il y a beaucoup d'entreprises dont la propriété est détenue par des fondations. D'abord, la première raison, c'est qu'en France, on ne fait rien comme les autres, on est quand même un peu différents. Donc voilà. Et derrière, il y a une question profondément politique. C'est le rôle, comme Olivier le disait tout à l'heure, un peu quel rôle, quelle perception on a de l'intérêt général qui détermine l'intérêt général. Donc on a été en France sur un État très fort, centralisé, qui remonte au Moyen-Âge, dans lequel seul l'État avait la capacité
la légitimité à décider de l'intérêt général. Donc heureusement, les choses ont évolué, et depuis, donc, on a une perception un petit peu différente, donc ça s'est fait quand même tout doucement au fil du temps, mais quand même, il y a des survivances qui sont parfois un peu étonnantes. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur, qui sont les piliers de la définition d'utilité publique, qui caractérisent toutes les fondations d'utilité publique, c'est que les fondations, d'abord, elles sont créées, du coup, comme elles ont une mission vraiment très importante d'utilité publique, elles doivent être créées pour l'éternité. Hein. Donc, créées pour l'éternité, ça veut dire quoi? Il faut qu'elles aient un capital suffisamment substantiel pour pouvoir survenir aux aléas du temps. Et puis, le capital, donc, il doit être productif de revenus qui vont permettre à la fondation d'avoir son action. Et pour qu'il soit productif de revenus et mette à l'abri la fondation des aléas conjoncturels, il faut surtout qu'elle ait un patrimoine diversifié. Donc, si elle a des actifs qui sont diversifiés, elle ne peut pas être propriétaire d'une entreprise, donc d'avoir tous ses œufs, comme on dit, dans le même panier, si vous me permettez l'expression. Donc elle doit avoir, au contraire, une diversification de son capital qui lui permet de faire face aux aléas des revenus de placement. Bon, c'est une vision qui est évidemment un petit peu dépassée au point de vue économique, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui la rentabilité des capitaux est quand même très faible, et c'est pas avec les revenus du capital que la plupart des fondations vivent, puisqu'elles-mêmes elles sont parfois productrices, ou elles ont d'autres moyens de financer leur action. Voilà. Donc ça, c'est une des questions profondes qui a modelé un petit peu notre droit, et on en trouve un peu le corollaire dans une disposition qui a été ajoutée en 2005 à l'initiative de Renaud Dutreil, d'un amendement parlementaire, dans lequel on a permis aux fondations, dans le cadre de cession de transmission d'entreprise, d'être propriétaires de capital de l'entreprise. Mais on voit bien que cette disposition, en fait, elle est quelque peu paradoxale. Parce qu'en fait, en droit civil pur, il n'y a rien qui interdit à une fondation ou à une association d'avoir des parties de participation dans une entreprise. Donc on a voulu élargir, et en voulant élargir au-delà du droit civil, finalement, on se crée des limites, parce qu'on dit, ça peut être que dans le cadre d'une question de cession, de transmission d'entreprise. Donc c'est un peu les effets pervers, parfois des mauvaises manipulations juridiques. Alors il y a bien ce qu'on appelle le principe de spécialité, qui veut qu'un organisme ait une compétence juridique par rapport à son objet statutaire. C'est vrai, ça existe, mais de manière générale, c'est apprécié très largement par les tribunaux, et la distinction à faire entre le but et les moyens d'action est toujours quand même quelque chose à manier au scalpel. C'est quand même un petit peu compliqué. Et la troisième question, qui est plus pragmatique et qu'on retrouve dans tous nos débats, c'est la question fiscale. C'est-à-dire qu'au point de vue fiscal, le ministère des Finances a sa propre définition de l'intérêt général, et dans les critères de l'intérêt général, Olivier le rappelait tout à l'heure, il y a la question de la gestion des intéressés. Et qui dit gestion des intéressés dit qu'il ne doit pas y avoir des liens privilégiés avec une entreprise. Donc si la fondation est propriétaire d'une entreprise, alors là, c'est complètement antinomique avec cette notion-là. Donc il va falloir peut-être ajuster ce genre de choses. Alors pourquoi il faudrait évoluer aujourd'hui? Je pense que ça correspond un peu à une demande sociale. Donc je dirais, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler pompeusement l'intérêt supérieur de la nation. Se dire finalement, est-ce que nos entreprises, c'est bien qu'elles se fassent vampiriser par des fonds de pension américains, des fonds vautours, même qui vont venir à s'approprier, délocaliser nos emplois, tout ça. Donc on voit bien derrière qu'il y a une question qui tient à la propriété de l'entreprise. Et la deuxième, c'est le développement des actions d'intérêt général qui doivent avoir un financement autonome aussi, qui puisse garantir aussi leur indépendance, donc qu'on peut trouver dans les fonds provenant du mécénat. Et donc si les fondations actionnaires bénéficient des revenus du capital de l'entreprise, elles vont pouvoir développer des actions d'intérêt général. À titre indicatif, je ne fais pas de publicité, mais la Fondation Pierre Fabre, donc créée une quinzaine d'années, a distribué exactement plus d'une quinzaine de millions, 15 millions 3, je crois, à des actions d'intérêt général grâce aux revenus qui proviennent de l'entreprise. Donc c'est extrêmement positif pour l'action d'intérêt général. Alors, si je comprends bien, l'intérêt de la fondation actionnaire,
c'est qu'elle se libère de l'obligation qu'a l'entreprise de servir d'abord l'actionnaire, et donc qu'elle peut servir d'autres intérêts. C'est bien ça? Alors, ça peut être elle peut servir donc l'intérêt général, et c'est là où il y a tout un débat, je pense, intéressant, parce que il y a des pour et des contre. Et dans les pour, on peut penser qu'une entreprise dont la propriété est détenue par une fondation va pouvoir peut-être préserver sa vision à long terme, parce qu'elle aura des actionnaires peut-être un petit peu moins exigeants pour une rentabilité immédiate. Donc elle pourra aussi peut-être tenir mieux compte de la répartition de la valeur entre toutes les parties prenantes. Voilà, donc ça peut être des intérêts importants que le capital d'une entreprise soit porté par la dilution du capital dans le cadre d'une PME familiale, par exemple, de l'entreprise familiale. Voilà. Alors, à l'inverse, certains disent ouais, mais attendez quand même, le fait que le capital d'une entreprise soit détenu par une fondation, l'entreprise, elle risque de s'endormir dans son confort, hein, si vous me permettez, ça va être la gestion pépère, donc elle n'aura plus la pression du cours de la bourse, elle n'aura plus la pression des actionnaires que vous demandez des comptes aux dirigeants. Ah, donc ça, c'est un des éléments contre. Un autre élément important aussi, c'est de se dire, mais si le capital il est détenu complètement par une fondation, comment on fait pour ce développement en rachetant d'autres entreprises? Voilà, donc il faut donner du capital, on ne peut pas donner le capital d'une fondation, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc, et puis une question aussi un peu intellectuelle, est-ce que finalement une fondation qui a un caractère non lucratif peut être le bon gestionnaire d'une entreprise à caractère purement lucratif? Donc ça, c'est quelque chose qu'on, je pense que la question ne se pose pas du tout dans d'autres pays, mais chez nous, c'est une question fondamentale. Proposition d'Admical sur le sujet? Je crois que globalement, donc, nous serions favorables, et on va vérifier auprès de vous, à ce que les fondations puissent porter le capital d'entreprise de manière majoritaire, ou au moins comme actionnaire important, actionnaire de référence. Voilà, donc après, il y aura des aménagements, il faut trouver des règles, y compris au point de vue fiscal, pour préserver l'intérêt général par rapport à l'intérêt de l'entreprise. On ne va pas rentrer dans les moyens aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de choses à réguler dans notre droit, y compris aussi de faciliter des dons de titres, des actions ou autres. Il y a aujourd'hui des engagements, par exemple, de conservation des titres dans le cas de dispositifs fiscaux qui, pour la plupart d'entre eux, s'appliquent, peuvent se transmettre par voie de donation à une personne physique, mais si on fait une donation à une personne morale, l'engagement de conservation tombe et les avantages fiscaux tombent avec. Donc c'est extrêmement gênant. Donc ce genre de choses, il faut pouvoir regarder. Merci. À vous de réagir, de poser des questions, de proposer d'autres pistes sur ce champ des fondations actionnaires. Monsieur le Président, à vrai dire, je le découvre. Et donc je suis extrêmement heureux. Voilà, c'est une situation à laquelle je n'avais pas spontanément pensé, mais qui me paraît bien intéressante. Mais vous avez raison de souligner que dans d'autres pays, les choses sont beaucoup plus évidentes et beaucoup plus simples qu'en France, où notre pays aime bien les catégories, aime bien, voilà, il y a les entreprises d'un côté, les fondations de l'autre, les associations d'un autre côté. Les situations souples et dynamiques sont beaucoup moins compréhensibles spontanément. Bonjour, Quentin Michelet, je suis le président de DonaSafe, qui est une plateforme de recherche de fonds pour les associations. Je voulais juste réagir par rapport au fait qu'on voudrait que les fondations soient majoritaires dans l'actionnariat. Je pense que c'est une mauvaise chose, puisque il faut qu'elles aient un impact dans les décisions prises par l'entreprise, mais il ne faut absolument pas qu'elles soient majoritaires, puisque l'entreprise est quand même une activité qui demande de la réflexion stratégique dans un objectif de gagner de l'argent. Et je ne pense pas que ce soit le principe d'une fondation. Et donc il vaut mieux éviter qu'elle soit majoritaire, mais par contre qu'elle ait une part importante dans la prise de décision. Daniel, c'est ce que vous évoquiez
en fin de votre intervention. Oui, là on trouve l'approche, on va dire, presque philosophique, c'est-à-dire que le fait qu'une fondation a un caractère non lucratif, elle ne pourrait pas gérer une entreprise commerciale. Donc je rappelle déjà qu'il existe de nombreux cas d'associations ou de fondations qui sont propriétaires, qui ont créé elles-mêmes des entreprises commerciales. Donc elles ne sont pas forcément des plus mauvais gestionnaires, et on a pu voir dans les exemples, il y a un rapport de l'Inspection Générale des Finances que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas fait, sur les fondations actionnaires, et il y a différentes études économétriques qui ont été faites dans différents pays qui montrent, alors même si tout est relatif, hein, on n'a pas forcément des grandes certitudes, mais que les entreprises qui sont gérées par des fondations ne sont pas plus mal gérées, voire mieux, que quand elles sont gérées uniquement dans un intérêt lucratif. Alors après, il y a des questions et de précautions à prendre, et notamment la plupart du temps, ce qu'on préconise, c'est que la fondation ne soit pas gestionnaire direct de l'entreprise, mais qu'il y ait une holding entre les deux, par exemple une structure intermédiaire, donc, qui permet de laisser une autonomie de gestion à l'entreprise et réciproquement pour la fondation. Bien, nous allons procéder maintenant au vote. Non, excusez-moi, mais le temps est compté. On va procéder au vote sur la proposition 3, simplifier l'acquisition et la détention de participation, y compris majoritaire. Je demanderai peut-être aux gens qui organisent le système de vote de repasser à la fin l'ensemble des résultats pour qu'on voit exactement où on en est. Donc, simplifier l'acquisition et la détention de participation, y compris majoritaire. À vous de voter. Et nous allons passer, pendant que vous votez, ou avant que le résultat du vote n'apparaisse, nous allons passer au quatrième thème, le mécénat des PME-TPE, dont il a déjà été question à plusieurs reprises. Et pour cela, je me tourne vers Didier Jeannot. Didier, vous êtes président de Prisme, qui est une association rémoise d'entreprises mécènes. Vous-même, vous êtes directeur général d'Astra Management France, qui est une entreprise qui est dans les communications. Donc, sur mécénat PME, TPE, encore une fois, le thème a déjà été abordé. Quel est le cadre? En fait, je dirige une agence conseillère en communication qui s'appelle Horizon Bleu, mais j'ai d'autres activités au sein d'autres PME. La fiche n'était pas complète. C'est pas grave. Alors, c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, concernant les PME et les TPE, on est sur effectivement des entreprises qui représentent la majorité des entreprises mécènes en France, c'est vrai. Et c'est là aussi qu'on a le plus gros potentiel, puisqu'on a encore 86% d'entreprises à convaincre. Et du reste, Amical, aujourd'hui, travaille sur le terrain justement pour sensibiliser ces entreprises à la pratique du mécénat. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, d'où d'ailleurs les propositions d'aujourd'hui d'Amical en faveur de ces TPE et de ces PME. Ces entrepreneurs pratiquent principalement un mécénat de proximité. Ils sont ancrés effectivement sur leur territoire et d'ailleurs sur l'ensemble des champs du mécénat. Et c'est vrai qu'ils aiment agir localement dans l'intérêt de leur territoire. Et c'est sans doute d'ailleurs la motivation première. On vient en deuxième ou en troisième position, cette incitation fiscale dont on a beaucoup parlé. C'est vrai qu'elle n'est pas très favorable pour les TPE. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec un exemple, une entreprise qui réalise 100 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires, on voit bien que la motivation à pratiquer le mécénat est relativement faible. Et donc il est urgent, je crois, effectivement, d'agir. Et c'est vrai que ces propositions viennent à point nommé pour encourager ces entrepreneurs à pratiquer le mécénat. Donc, proposition, voilà, alors, différentes propositions d'Amical sur le... Tout à fait. La première proposition, c'est encourager le développement de la culture du mécénat sur les territoires où ces entreprises sont implantées. Et donc, à ce titre, la proposition, ce serait de créer un guichet unique qui pourrait prendre la forme d'un service dédié au sein d'une chambre de commerce et d'industrie, par exemple. Voilà. Et avec l'objectif de sensibiliser ces entreprises à la pratique du mécénat, de leur apporter un concours, de leur apporter effectivement des conseils, un peu de pédagogie, et puis aussi de les fédérer, car on se rend compte qu'effectivement, il y a de la place pour toutes ces entreprises qui peuvent se regrouper autour d'un intérêt commun et participer à des projets collectifs. Je suis moi-même, donc vous l'avez dit, président d'un club d'entreprises mécènes qui regroupe une trentaine de chefs d'entreprise,
Et c'est un réel plaisir pour moi de voir ces entreprises nous rejoindre, de voir qu'aujourd'hui, non seulement elles ont adhéré à notre projet commun, mais surtout qu'aujourd'hui, elles pratiquent leur propre mécénat et qu'elles le développent remarquablement bien. Donc c'est bien cette question de la sollicitation, cette question effectivement de l'accompagnement de ces entreprises pour qu'elles pratiquent davantage le mécénat. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu plus justement les profils de ces entreprises, quel est le type d'action de mécénat qu'elles n'auraient peut-être pas fait si elles n'avaient pas été dans Prisme? Très intéressant. C'est vrai que nous avons décidé au sein de Prisme d'intégrer des entreprises de toute taille, tout secteur d'activité. Et toutes les entreprises ont une seule voix au chapitre. Donc nous avons par exemple des sociétés, des TPE de 2-3 personnes, mais nous avons aussi des entreprises plus importantes de plusieurs milliers de personnes. C'est très intéressant de les voir effectivement échanger sur la notion justement de l'intérêt général et de voir de quelle manière chacune effectivement a sa propre vision, mais elles sont extrêmement complémentaires. Et travaillant donc surtout sur le territoire, ça mène des actions extrêmement variées, ou bien on est beaucoup sur le social, on est beaucoup sur... Alors nous sommes sur le champ de la culture, nous essayons de favoriser le développement de la jeune création contemporaine, et nous avons plusieurs volets dans notre projet. Enfin, c'est bien sûr la réalisation d'œuvres monumentales que nous installons sur le domaine public. Nous sommes en lien avec les collectivités pour cela. Nous réalisons des concours auprès d'artistes. Et puis nous soutenons toute création originale, notamment une première expo importante, la réalisation d'ouvrages effectivement sur ces artistes, et puis des expositions, des voyages à l'étranger, tout ce qui peut favoriser, tout ce qui peut être un coup de pouce à ces artistes pour se développer et exister. Donc sur le mécénat des PME, TPE, d'abord je vais peut-être demander aux autres intervenants, vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que... Non? Donc, à vous la parole. Alors, peut-être juste, je ne sais pas si le temps nous est encore permis, mais on a aussi d'autres propositions. Si vous m'autorisez à les énoncer très rapidement, je vais le faire avec plaisir. La deuxième, je crois qu'elle a été largement évoquée par M. le ministre et notre président François de Biès, c'est justement ce plafonnement des TPE et notamment de cette somme qui représente 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Le fait de pouvoir imaginer une somme forfaitaire de, par exemple, 10 000 euros, et puis, bien sûr, à laquelle viendrait s'ajouter toujours cette condition libératoire des 5 pour 1000, nous semblerait être effectivement une bonne chose. Troisième proposition, ce serait effectivement de développer le mécénat de compétences. Développer le mécénat de compétences, c'est par exemple proposer aux salariés des entreprises, de chaque entreprise, de pouvoir utiliser une journée par an de leur temps pour pratiquer un mécénat de compétences effectivement dans le but de servir un intérêt général. Voilà une proposition qui pourrait être effectivement mise au profit, et cette journée pourrait être prise sur le crédit de formation individuelle, par exemple. Et enfin, la quatrième proposition, ce serait d'encourager le développement des fondations territoriales. On voit que ces fondations jouent un rôle extrêmement important sur les territoires. Elles sont des catalyseurs, des fédérateurs, effectivement, de toutes, je dirais, les publics de la société civile et bien au-delà. Et elles servent un intérêt commun. Et on voit que de ce point de vue-là, il y a certainement encore des choses à développer. Merci. Merci Didier. Donc un bouquet de propositions assez riches, hein, les compétences, les fondations, la franchise, et puis développer la culture par des actions auxquelles Amical s'emploie déjà beaucoup. Donc propositions, suggestions, réactions. Qu'est-ce que monsieur là-haut, si je peux vous apporter un micro, il va arriver très bientôt. Bonjour, Guillaume Dandeau, je suis président d'une fondation territoriale, la Fondation Passion Alsace. Je voulais savoir, pour un peu plus de détails sur votre proposition. Didier, En fait, l'idée principale, ce serait justement de se pencher sur ces fondations
et de voir de quelle manière on pourrait, aujourd'hui on n'a pas de réponse appropriée, mais de quelle manière on peut encourager le développement de ces fondations justement. Il y a des exemples très frappants de réussite, et je pense que ce sont des exemples qui pourraient effectivement inciter à la création et au développement de ces fondations. J'aurais tendance, monsieur, à vous renvoyer la question, à vous demander, vous qui pratiquez ça, qu'est-ce qui vous pourrait permettre de faire qu'il y ait davantage de ces fondations, qu'elles travaillent mieux, qu'elles convainquent davantage d'acteurs de venir? C'est un vaste sujet, donc je vais essayer d'être synthétique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un très fort attachement au territoire, mais qu'il est difficile de transformer. D'abord parce qu'effectivement, on voit bien que souvent les entreprises les plus attachées au territoire sont des PME et des TPE. Les sièges sociaux des grandes entreprises sont plutôt sur les grands centres urbains, en particulier sur Paris et la région parisienne. Donc on a beaucoup de mal à trouver du mécénat d'entreprise. La deuxième difficulté, c'est la concurrence, parce qu'il faut, je crois, utiliser les mots, entre des fondations territoriales qui sont des faux-nés de collectivités, qui essayent de rassembler et de prendre une partie du mécénat des entreprises, particulièrement plus que celui des donateurs individuels, en utilisant leur réseau, et en même temps, elles assèchent les disponibilités des entreprises et des donateurs individuels pour des fondations qui sont, comme la mienne, que des fondations portées par l'initiative privée et individuelle, alors qu'au même moment, les collectivités disent souvent aux associations, écoutez, on a moins d'argent, difficulté de finances publiques, allez voir les mécènes. Donc il y a un gros problème de concurrence et de positionnement. Et puis, troisièmement, évidemment, sur les fondations territoriales, c'est s'inscrire sur des marques. On ne donne qu'à des gens qu'on connaît, on ne donne qu'à des gens qui ont fait confiance. Et c'est vrai que la difficulté, c'est le portage en termes de communication de fondations qui partent souvent d'initiatives personnelles ou de petits groupes d'entreprises, et comment les porter sur la durée pour que progressivement elles s'installent dans le décor régional et soient un lieu finalement de confiance sur lequel les donateurs, notamment les petits donateurs, peuvent donner. Nous, on a un argument ou un slogan qui est le circuit court du don. C'est-à-dire, effectivement, on est une fondation de redistribution. Redistribuons à des associations de proximité qui n'ont pas les moyens de se faire connaître et soyons un écran qui puisse attirer la lumière au profit de ces petites associations. Mais pour que cet écran existe, pour qu'il attire la lumière, il faut qu'il soit suffisamment grand. Et là, on a des besoins, effectivement, particulièrement en termes de fonctionnement pour développer une communication performante et efficace. Et on se retrouve en difficulté parce que le donateur n'aime pas le fonctionnement. Et la première base de la fusée, le premier moteur, c'est quand même, effectivement, d'essayer de rassembler des moyens de fonctionnement. Voilà, je pourrais vous en parler pendant 3 heures, mais je vais m'arrêter là. On a bien compris, mais donc l'importance du portage, François? Moi, je voudrais dire une chose, je pense que, Guillaume, quand tu dis en territoire, c'est essentiellement des PME, bon, avec le risque qu'il y ait moins d'argent, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui en France qui sont décentralisées. On est aujourd'hui hébergé par une de ces très grandes entreprises qui a une structure locale très importante et qui s'implique dans la structure locale. Et il y a quand même eu ces dernières années de très grands exemples de mécénat décentralisé. Je prends un seul exemple qui me traverse l'esprit, le festival d'Aix-en-Provence, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Il a démarré il y a 3 ans par un très grand mécénat de l'antenne décentralisée d'une grande maison financière. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça, et je pense que là, il y a une évolution de la façon dont ces grandes entreprises envisagent leur enracinement local, et je pense que le territorial deviendra de plus en plus important. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que, et ça c'est ce que je vis aussi à travers mon expérience personnelle, je pense qu'on est dans une phase d'apprentissage. C'est vrai qu'il y a cette espèce de rivalité, et qu'il y a pu y avoir la tentation pour les pouvoirs publics d'essayer de s'approprier ces fondations territoriales. Je pense qu'on apprend à travailler ensemble de plus en plus, et il me semble qu'il y a un vrai mouvement de fond qui est en train de se mettre en route, qui n'ira pas à la vitesse du cheval au galop, mais qui ira quand même vers l'objectif de travailler de façon rassemblée à des objectifs communs. Donc moi, je pense que c'est une vraie voie, c'est une voie qui intéresse tout le monde, parce qu'elle va dans le sens de l'intérêt général
et de la création de liens sur le territoire. C'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage qui se fera dans le temps, mais je pense qu'il se fera. Work in progress, donc travail en cours, monsieur. Si vous pouvez apporter un micro, vous en avez un, c'est parfait, allez-y. Bonjour, merci à tous pour vos interventions. J'ai une question pour monsieur Jeannot. Donc moi je suis Thibaut Fosseux, je travaille dans la start-up Vendredi. On crée des expériences de travail partagées entre entreprises et associations, donc sur la thématique du mécénat de compétences. Je suis ravi que vous ayez évoqué le sujet, donc j'aimerais avoir votre avis de manière un peu plus précise sur les remontées que du coup j'ai l'impression que vous avez pu avoir de TPE et de PME qui sont intéressés pour lancer ce type d'expérimentation, c'est-à-dire permettre à des salariés d'être disponibles pour des associations et les aider à se développer, à progresser. Nous, typiquement, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des grands groupes, Air Liquide, Saint-Gobain, Carrefour. L'idée, en fait, c'est qu'on identifie des associations qui sont en lien avec le cœur business des entreprises. L'idée, c'est d'aller plus loin que les collaborations qui se sont développées entre grands groupes et start-up, de pousser un cran plus loin et de se dire les grands groupes peuvent aussi s'inspirer d'associations qui sont sur les mêmes métiers qu'elles. Typiquement, je prends un exemple, Leroy Merlin et les Compagnons Bâtisseurs, qui sont sur la thématique de l'équipement du logement. Donc nous, on a lancé un premier concept de stage partagé 4 jours, 1 jour. Donc les étudiants sont de ma génération, la génération qui est en train d'être diplômée, sont fortement intéressés par avoir cette logique de je veux faire une belle carrière dans une entreprise, j'ai des compétences, j'ai des talents, je veux les mettre aussi à disposition d'associations, de start-up sociales. Donc il y a une logique d'attractivité, et donc ma question c'est, par rapport à cette logique d'attractivité, est-ce que dans un premier temps vous pensez que les PME et TPE, qui ont souvent du mal à être visibles auprès des étudiants d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs, pourraient être intéressés par ce concept de stage partagé? Et ma deuxième question, c'est par rapport aux salariés, puisque là on est en train d'accélérer fortement, puisque on active sur les emplois partagés. On sait que Chimex, qui est une filiale de L'Oréal, en juillet, une première expérimentation, pareil sur le modèle 4 jours, 1 jour. Et donc je voulais avoir votre avis si sur les deux sujets, vous pensez que ça peut faire sens que moi je m'adresse aussi aux PME, TPE pour proposer ce concept. Merci à vous, désolé d'avoir été un peu long. Je vous en prie, je vais être très concis parce qu'effectivement... Merci en tout cas de votre témoignage. Bravo en tout cas pour effectivement ce témoignage, bravo pour votre initiative, je trouve formidable. Il est vrai qu'aujourd'hui, les TPE, les PME qui nous rejoignent pour pratiquer le mécénat, souvent nous invitent à imaginer un mécénat de compétences parce que c'est souvent la première chose à laquelle ils pensent. Et on s'aperçoit dans la durée que souvent les salariés sont un peu oubliés dans ces projets de mécénat. Et donc l'incitation à pratiquer le mécénat de compétences par les salariés serait sans doute une façon de juguler ce point. Donc bien sûr, oui, je vous invite à rencontrer des entreprises, des PME, et on pourra peut-être se voir après pour en discuter. Merci. Merci. Donc vote sur la 4e proposition qui est affichée, développer une culture du mécénat sur les territoires où agissent ces TPE et PME. Didier en a largement parlé. Et sans attendre le résultat du vote, nous passons au 5e thème avec vous, Delphine Lalu. Vous êtes directrice de la RSE et des fondations du groupe AG2R La Mondiale. Donc soutien à l'économie sociale et solidaire, on en a eu un petit aperçu, puis c'est revenu en fait déjà à plusieurs reprises. Alors d'abord, quel est le cadre de réflexion d'Amical sur ce sujet? Oui, il y a effectivement 2 questions. Il y a la question du soutien au développement de l'économie sociale et solidaire, ce qui suppose de se poser la question qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Et nous examinerons la proposition de l'Amical qui traite un aspect précis de l'économie sociale et solidaire, à savoir comment mieux orienter le mécénat vers les entrepreneurs sociaux. Alors l'économie sociale et solidaire, c'est de l'histoire ancienne. Il faut remonter au 19e siècle, associations ouvrières, coopératives de consommateurs et d'habitants, sociétés de secours mutuels. D'ailleurs, AG2R La Mondiale s'inscrit dans cet héritage, puisque La Mondiale est une mutuelle d'assurance du Nord qui a été créée à Lille en 1905 par des patrons philanthropes. Et j'y viens. Derrière ce concept d'économie sociale et solidaire qui a été traité politiquement ces 30 dernières années, en fait, il faut remonter à des conceptions
des systèmes philosophiques qui vont de Frédéric Leplé, philanthrope patronal, à effectivement la société ouvrière de production. Et ce ne sont pas les mêmes origines, ce ne sont pas les mêmes philosophies qui sont à l'œuvre, et pourtant, il y a des points communs. Et cette économie sociale et solidaire s'est fortement développée tout au long du XXe siècle, et très récemment, elle a retrouvé un regain d'intérêt, notamment auprès des jeunes. Est apparu le concept d'entrepreneuriat social qui rejoint et qui a trouvé toute sa place dans les familles de l'économie sociale et solidaire. Alors là, c'est quoi les points communs entre toutes les familles? Parce que l'ESS, ça regroupe à la fois les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations, et maintenant les entreprises solidaires d'utilité sociale, les entrepreneurs sociaux. Les points communs, c'est une certaine vision du mode d'entreprendre.